Bonjour Philippe, bonjour Franck. Bonjour Anouk. Bonjour. Sur Parallèle Sud, vous faites une grosse opération pour les législatives. Vous avez sollicité tous les candidats, vous regroupez leurs vidéos. Mais pourquoi toute cette énergie? Elle est vraiment importante, cette élection? Pour moi, c'est l'élection la plus importante, mais c'est souvent une élection à côté de laquelle on passe. On se rend pas compte que c'est les lois qui se décident là. L'élection arrive tout de suite après la présidentielle, donc il y a une espèce de vague présidentielle qui profite régulièrement aux députés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé lors des dernières élections. On verra si ça se reproduit cette fois-ci. Et puis, souvent, les arguments portent sur des affaires locales dont il ne sera plus question à l'Assemblée nationale. Donc c'est une élection très importante, mais on passe souvent à côté. Ça veut dire que suite aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir décider de quelles lois vont être votées, il faut que l'Assemblée nationale ait une majorité. Et c'est cette majorité-là qui décidera des lois qui seront votées. Et si la majorité n'est pas la majorité présidentielle, ce sera l'Assemblée nationale qui décidera qui sera Premier ministre, qui lui-même décidera qui sera ministre. Et donc la France sera gouvernée par une autre majorité que celle du président de la République. Depuis que le mandat présidentiel est passé à 5 ans, il n'y a jamais eu de cohabitation? Oui, c'est une très bonne remarque. En effet, avec cette réforme du quinquennat, l'élection législative, elle est systématiquement collée à l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'à chaque fois, le gagnant de l'élection présidentielle a réussi à avoir une majorité à l'élection législative, ce qui a empêché les Français de faire ce qu'ils pouvaient faire avant, d'avoir pratiquement des élections à mi-mandat, comme aux États-Unis, où s'ils n'étaient pas contents de la politique menée par le président qu'ils avaient élu 2 ou 3 ans avant, ils le sanctionnaient en lui mettant dans les pattes une majorité à l'Assemblée nationale qui n'était pas la même, ce qui a obligé Mitterrand à cohabiter avec Chirac, Chirac à cohabiter avec Jospin, et ça c'est quelque chose qu'on a perdu depuis. Si ça lui plaît pas, le président, il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire que l'Assemblée nationale, elle peut aussi dissoudre le gouvernement. Elle peut, par une motion de censure, faire tomber un gouvernement. Donc il est très important d'avoir une majorité à l'Assemblée, sinon ton gouvernement ne tient pas. Et le président de la République, s'il peut dissoudre l'Assemblée, il peut pas le faire 4 fois de suite. Il est bien obligé de tenir compte de ce que veulent les électeurs. Oui, souvent ça se retourne contre lui d'ailleurs. Chirac, quand il a dissous l'Assemblée nationale en 97, au lieu d'avoir une majorité renforcée après son coup, il a eu au contraire une majorité de défiance de la gauche unie du temps de Jospin avec les écologistes, les communistes, les socialistes, et il s'est retrouvé à devoir cohabiter avec Lionel Jospin pour la suite de son mandat. Donc c'est dans ce cadre-là que Mélenchon s'autoproclame avec un peu d'avance Premier ministre. Il aimerait qu'il y ait une majorité qui le soutienne, et s'il y a une majorité de députés qui le soutient, le président de la République sera obligé de nommer Mélenchon Premier ministre. C'est un élément de communication, hein. Théoriquement, c'est quand même le président qui choisit. Il pourrait nommer le Premier ministre qu'il veut. Dans la pratique, c'est évident que ça passerait pas, donc Mélenchon joue sur cette histoire-là. Parce que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée ou... C'est le gouvernement. Macron a la possibilité de désigner qui il veut, mais si l'Assemblée n'en veut pas... Elle en veut pas. Quel est le poids de la Réunion dans ce dispositif? Je crois qu'il y a 577 députés. Ça pèse quoi la Réunion là-dedans? 7 députés. Voilà exactement en résumé le poids de la Réunion. Ça fait quoi? Ça fait 1,5%. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près ça. Quand il y a une large majorité, ça pèse pas grand-chose. Quand il y a des majorités restreintes, comme début des années 90, où Michel Rocard, pour garder sa majorité, quand des motions de censure lui étaient imposées, c'est comme ça qu'il avait eu des coups de pouce de la part d'André Tchénakoun et Jean-Paul Virapoulet à l'époque. Et une majorité, ça se joue à une voix près. Il suffit qu'il y ait un député en plus ou un député en moins pour que la majorité soit d'un côté ou de l'autre. Pourquoi à La Réunion, il y a autant de candidats? Je crois qu'ils sont 80 ou je sais pas combien, enfin ça foisonne. Pourquoi? 91. 91. 17, rien que pour la circonscription de Saint-Denis. C'est une bonne question. Parce qu'il y a peut-être un foisonnement d'idées, il y a aussi le financement des partis politiques qui permet en Outre-mer d'échapper à la règle des 50 candidats quand on est un parti d'Outre-mer. Avec 1, 2, 3 candidats, on peut bénéficier des financements qui sont à hauteur de... c'est Philippe qui l'avait écrit l'autre jour, 64 centimes par voix. 1,64 €. 1,64 €, mais à culpa. Mais pour moi, c'est un mystère absolu. Outre cet aspect financier, je suis pas sûr que ça joue sur des grosses sommes, mais pourquoi des gens qui sont sûrs de perdre se présentent? C'est pour moi un mystère aussi.
Les législatives, ça permet aussi de marquer le terrain, quoi. Voilà. Quand tu veux faire de la politique, il faut que tu sois présent à toutes les élections. Celui qui envisage de se présenter dans son canton ou dans sa commune au prochain scrutin, il a intérêt à avoir été présent aux législatives. Ça permet de faire de la com, de rencontrer des gens, de se faire un réseau. Ce qui m'étonne aussi, quand je jette un coup d'œil à cette élection, c'est le nombre de partis qui semble assez étonnant. J'ai relevé tous Dionysiens, l'Alliance centriste, le Mouvement solidaire, Projet Réunion, Ensemble pour la liberté, etc., etc. Est-ce que ailleurs il y a comme ça des partis pays, ils vont fondre au soleil tout de suite après, ou ils s'inscrivent quand même dans la durée? Les partis passent, ça bouge. Qui se souvient du nom du parti d'André Tchénakoun ou du nom du parti d'Alain Bénard? Moi, j'ai quand même l'impression que les partis sont souvent attachés à une personnalité ou à un groupe et le nom peut changer. Donc, je sais pas si la diversité des partis est vraiment révélatrice d'une grande diversité de pensée. C'est de la communication. Parti communiste, on savait que c'était des communistes. Ensemble, on ne sait pas ce que c'est. En Marche, on ne sait pas ce que c'est. Qui peut se présenter? Je peux me présenter, moi? Bon, là, c'est un peu tard pour cette fois. Oui, je crois qu'il suffit d'être éligible, d'avoir 18 ans. On n'est même pas obligé d'habiter sur la circonscription sur laquelle on se présente. C'est pour ça que parfois on assiste à des parachutages, des gens qui sont envoyés par un parti pour aller sur telle circonscription. J'en ai pas repéré à La Réunion. Ah, peut-être si, j'ai vu que Vincent Defoe a basculé dans ta deuxième circonscription. Enfin, je dis ta deuxième circonscription parce que tu habites là-bas, Philippe. Alors que d'habitude, il était plutôt dans le sud, vers les temps salés. Paul Vergès aussi basculait souvent. C'était une habitude des communistes aussi d'aller se présenter un jour à Saint-André, un jour au port, un jour à Saint-Paul. C'est comme ça qu'Huguette Bello a fait ses ailleurs. C'est qu'on a voulu l'obliger à aller se présenter ailleurs que dans la deuxième circonscription. Elle s'est fâchée avec le PCR. Là, pour cette élection, quelles sont les circonscriptions à suivre? Qu'est-ce qui va être palpitant? Le retour de Thierry Robert. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, on ne sait pas si il a encore un électorat prêt à le suivre. N'empêche qu'il a eu des soutiens de poids. Il y a des maires, il y a des présidents de chambres consulaires qui ont marqué leur préférence pour lui. Thierry Robert, c'est quand même une histoire réunionnaise. On en a eu déjà des élus qui ont été inéligibles et puis qui sont revenus. Ils tentent le coup. Tout le monde ne réussit pas forcément à ce jeu-là. La 5e circonscription, elle m'intéresse pas mal parce que c'est là où on a le député insoumis Jean-Hugues Ratenon qui a été très visible à l'Assemblée nationale. Mais quand on regarde les précédentes élections, il n'a pas de base électorale, il n'a jamais réussi à se faire élire sur Bras-Panon. Il était quand même largement derrière les forces de droite au premier tour de l'élection législative de 2017. Il a bénéficié d'un mouvement contre le candidat de l'époque de la droite. Mais aujourd'hui, alors que c'est le député le plus en vue de la France insoumise outre-mer, est-ce qu'il arrivera à préserver son siège? Je suis très, très intéressé par les résultats de là-bas au premier tour. Et l'ensemble des résultats sera intéressant parce que de ça dépendra la composition du futur gouvernement. Donc à savoir si Emmanuel Macron pourra gouverner comme il l'entend ou pas. Ouais, c'est vrai qu'au premier tour de la présidentielle, Mélenchon, il a fait un tabac à La Réunion, qui a été un peu abîmé au second tour à cause du score de Marine Le Pen, mais restons sur le premier tour, il était en tête dans toutes les circonscriptions. Pourtant, le Grand Chelem semble quand même hors de portée. On n'imagine pas qu'il y aura 7 députés de NUPS élus les 12 et 19 juin. Donc on va retrouver les mêmes habitudes territoriales, les mêmes habitudes locales. C'est en ce sens que le pari de Mélenchon d'être élu Premier ministre me semble assez compliqué à tenir. À La Réunion, le Rassemblement national espère aussi avoir 7 députés, non? Oui, mais enfin, les votes au deuxième tour pour le Rassemblement national, ça a été des votes par défaut. Des votes contre Macron, pas des votes pour Madame Le Pen. Et même les votes du premier tour. Quand on vote Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, on va pas forcément voter pour un représentant du Front National et désormais du Rassemblement national à une élection locale, ça s'est jamais vu. Donc, pour autant, l'élection n'est pas locale. Ouais, pour autant, l'élection n'est pas locale. Comme tu viens locale. de l'expliquer, elle est nationale. Et donc moi, pour me repérer dans cette avalanche de propositions, comment je peux faire? Dans un premier temps, regarder les vidéos sur Parallèle Sud, les vidéos de présentation des candidats. Dans un deuxième temps, lire leur programme. Sachant que souvent leur programme va parler de toute autre chose. S'ils te promettent le développement des associations de quartier, etc., c'est pas en tant que député qu'ils arriveront à le faire. Et pour une élection comme ça, le risque d'abstention est terrible? Oui, on peut s'attendre à une forte abstention quand même, parce que c'est un mouvement fort de ces 10-20 dernières années, où les gens sont mécontents de la représentation politique. Et quand il n'y a pas beaucoup de votants, ça réduit d'autant le choix pour le deuxième tour, car pour se qualifier pour le deuxième tour, il faut, je crois, avoir plus de 12,5%. 12,5% des inscrits. Et si tu as qu'un votant sur 2 qui se déplace, ça veut dire qu'en dessous de 25%, il n'y a pas de ticket pour aller au deuxième tour. Ça sera sans doute des duels, on n'aura pas les habituels triangulaires qu'on peut trouver sur d'autres élections.
Et en plus de ces raisons-là, moi j'ai l'impression que les députés, on les connaît pas trop. C'est qu'on ne peut plus être député et maire, on ne peut plus être député et président de collectivité locale. Et qu'est-ce qu'ont choisi en fait les hommes politiques les plus en vue, ce qu'on peut appeler entre guillemets les ténors? Eh bien ils ont plutôt choisi les mandats locaux. Ce qui fait qu'à l'Assemblée nationale, alors je ne veux pas faire insulte aux députés qui sont élus, mais c'est plutôt des politiciens de seconde zone. De seconde zone, c'est vraiment dur de le dire comme ça, parce que c'est pas vrai, ça permet aussi de renouveler la classe politique. Mais il est un fait qu'il n'y a plus de grosses personnalités à l'Assemblée nationale, d'où peut-être un certain désintérêt de la part des électeurs. J'espère que ce podcast a mis en lumière un peu l'intérêt de ces élections. En tout cas, merci à vous deux. Et je vais aller sur parallelsud.com pour comparer les propositions des candidats. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur la page de dons. On a besoin de vous.